Merci pour l'invitation ce soir à parler effectivement de la manière dont on va pouvoir, à l'échelle d'un territoire, concilier l'action climatique avec les questions de vivre ensemble. Et je crois qu'on a longtemps vécu dans une sorte d'illusion qui nous conduisait à penser que les questions d'écologie allaient naturellement nous rassembler, que le climat n'était ni de gauche ni de droite et qu'à l'évidence, on allait tous se mettre ensemble. Or, on voit bien que s'il y a aujourd'hui un constat qui est largement partagé par les Françaises et les Français, il y a, dès qu'on commence à toucher aux questions de solutions, dès qu'on commence à toucher aux questions de mobilité, aux questions d'alimentation, aux questions de logement, dès qu'on commence à toucher à ça, on voit apparaître des divisions dans la société, on voit se réveiller de nouveaux clivages, et ces clivages peuvent nous paralyser. Ma conviction est que une société où deux camps retranchés se feraient face à face, chacun étant convaincu d'incarner le camp du bien, est une société qui serait condamnée à une forme d'immobilisme. Et donc, la question, c'est comment nous allons parvenir à concilier la transformation écologique, et c'est bien de transformation qu'il s'agit, et le vivre ensemble. Et je crois qu'effectivement, c'est à l'échelle du territoire que nous avons les clés de la solution. Quelques semaines après la dernière élection présidentielle, j'étais parti passer quelques jours de vacances avec ma femme et mes enfants en Normandie. Et nos enfants ont joué sur la plage avec les enfants d'un autre couple. Nous avons évidemment commencé à discuter avec cet autre couple. Nous avons réalisé que nous logions dans le même hôtel, puisque c'était la plage en face de l'hôtel. Nous avons pris l'apéritif avec cet autre couple. Nous sommes allés dîner avec eux. Et puis, comme nous étions en France, nous avons évidemment parlé de politique au dîner. Et cet autre couple de nous révéler spontanément quel avait été leur vote à la dernière élection. Ils avaient voté pour Yannick Jadot et pour Emmanuel Macron. Pas du tout parce que l'homme et la femme avaient des orientations politiques différentes. Ils avaient fait un vote stratégique. Ils avaient considéré qu'en tant que couple, ils avaient droit à 2 votes. Et donc, ils avaient panaché leur vote au point qu'ils n'étaient plus tout à fait sûrs qui de l'homme ou de la femme avait voté Jadot et qui avait voté Macron. Je dis, c'est quand même un peu étonnant. Parce que tant Yannick Jadot qu'Emmanuel Macron étaient évidemment 2 candidats honorables à l'élection. L'un d'entre eux a même été élu président. Mais on ne peut pas dire qu'ils présentaient exactement le même programme. Et ils nous répondent, oui, on a longtemps hésité, on était très tiraillés, parce que d'un côté, le climat est quelque chose de très important pour nous. Nous sommes inquiets du changement climatique, on a des enfants, et donc c'était important pour nous de voter pour le candidat écologiste. Mais d'un autre côté, on travaille tous les deux dans la banque et la finance, et donc il fallait aussi qu'on veille quand même un peu à nos intérêts, et donc il fallait qu'on vote aussi pour le candidat libéral. Et je dis, ben je comprends. On en est tous là. Et quelque part, cette hésitation, ce tiraillement du couple, je crois, traduit bien les tiraillements qui agitent la société sur les questions écologiques. C'est-à-dire que nous sommes conscients, évidemment, de l'impératif d'agir radicalement, d'agir de façon transformatrice, d'agir urgemment, mais nous avons peur que cette action ne soit contraire à nos intérêts. Nous avons peur de devoir sacrifier nos intérêts au profit des intérêts des générations futures ou des populations des pays du Sud. En d'autres termes, nous avons peur de sacrifier nos intérêts au profit d'intérêts de personnes que nous ne connaissons pas. Et ça, c'est évidemment difficile, et il faut reconnaître que nous ne sommes guère aidés par la physique du climat. Par le fait qu'il y a un décalage d'une génération au moins entre nos actions et les conséquences de nos actions. C'est ça qui fait évidemment qu'une partie de la jeunesse aujourd'hui éprouve du ressentiment, voire de la colère parfois à l'égard de leurs aînés, parce qu'ils se rendent compte que les impacts du changement climatique qu'ils vont devoir subir ne sont pas liés à leurs propres émissions, mais aux émissions de leurs parents et grands-parents. Et puis, il y a évidemment un décalage aussi dans l'espace, parce que les impacts du changement climatique qui seront subis par un territoire ne dépendent absolument pas des émissions de gaz à effet de serre produites par ce territoire. Le climat se fiche éperdument que les émissions proviennent de Paris, de Lima ou de Bangkok, ce qui veut dire
que notre futur climatique ne se décide pas tellement à Paris ni même à Bruxelles, mais se décide aujourd'hui à Lagos, à Jakarta, au Caire, à Delhi ou à Shanghai. Et de la même manière, ce que nous décidons ici à Paris ou à Bruxelles a un impact sur le climat du Soudan, du Bangladesh ou de l'Afghanistan, sans bien entendu que ni les Soudanais, les Afghans ou les Bangladais ne soient conviés à participer dans nos élections et puissent choisir entre Jadot et Macron. Et donc on voit bien comme ce décalage sur l'espace de temps et sur l'espace géographique, effectivement, nous contrarie dans notre action. Parce que nous ne pouvons pas espérer récolter pour nous-mêmes, immédiatement, ici et maintenant, les bénéfices de notre action. Nous savons que ces bénéfices profiteront surtout à la génération d'après, aux populations les plus précarisées, et singulièrement dans les pays du Sud. Et je dirais que, au-delà de cela, le problème, c'est que l'action climatique aujourd'hui nous apparaît volontiers comme une contrainte qui nous tombe dessus. Comme une suite d'efforts à réaliser, voire même de sacrifices à consentir, de renoncements à accepter, c'est-à-dire de choses dont fondamentalement nous n'avons pas envie. Personne ne se réjouit de se plier à une contrainte, personne ne se réjouit de faire des sacrifices ou des efforts, en tout cas certainement pas moi. L'enjeu, je crois, c'est de parvenir à transformer ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une contrainte en un projet. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que si l'action climatique aujourd'hui nous apparaît comme une contrainte, c'est parce que nous avons une vision assez nette, je crois, du monde dans lequel nous ne voudrions pas aller. C'est cette vision d'un monde ravagé par les impacts du changement climatique où la biodiversité aurait quasiment disparu. C'est le monde qui finalement est décrit dans les rapports du GIEC, dans les travaux scientifiques, mais aussi dans les films ou dans les romans de science-fiction. Et donc on sait là où nous ne voulons pas aller, mais on a encore beaucoup de mal à voir exactement là où nous voudrions aller. Concrètement, à quoi ressemblerait un monde décarboné? Ça reste encore assez flou. Ou plutôt, il y a toute une série d'imaginaires qui se mettent en branle et qui parfois se contredisent les uns les autres. Un imaginaire techno-futuriste où nous vivrions dans un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre, un imaginaire janséniste qui serait fait de quotas, de restrictions, de limites et de flagellations, un imaginaire parfois un peu naïf où Max et Lily feraient du vélo tout nus dans des champs de coquelicots avant de retourner à leur permaculture. Et chacun de ces imaginaires va évidemment séduire et mobiliser une partie de la population, surtout celui de Max et Lily tout nus à vélo. Mais globalement, pour la majorité des gens, et à commencer par les classes populaires, ce à quoi ressemblerait concrètement un monde décarboné, c'est quelque chose qui reste assez fou. À quoi ressembleraient les transports? À quoi ressemblerait l'habitat? À quoi ressemblerait l'alimentation? À quoi ressembleraient nos divertissements? Tout ça, c'est quelque chose qui reste assez fou. Parce que, bien entendu, l'action climatique ne va pas seulement nécessiter de repenser la manière dont nous produisons et consommons toute une série de biens et de services, ça serait trop facile. Il va évidemment aussi falloir repenser la société, et notamment redéfinir certains des concepts fondamentaux autour desquels est organisée la société aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire l'égalité dans un monde décarboné? Égalité par rapport à qui? Est-ce que ça veut dire qu'on a tous le même budget carbone, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté dans un monde décarboné? Est-ce que nous sommes prêts à moduler certaines libertés individuelles pour garantir l'exercice de libertés collectives? Qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité dans un monde décarboné? Est-ce que nous sommes responsables au-delà de nos générations, au-delà de nos frontières? Est-ce que, quelque part, nous avons un devoir de justice vis-à-vis de gens que nous ne connaissons pas, voire de gens qui ne sont pas encore nés? Toutes ces questions sont absolument fondamentales. Et pourtant, nous n'avons pas encore vraiment commencé à nous les poser sérieusement.
face à cela, face à ces clivages inévitables en démocratie qui vont traverser la société sur les questions écologiques, la question c'est évidemment de savoir comment nous pouvons les dépasser. Comment est-ce que l'action climatique peut constituer le socle d'un nouveau contrat social qui nous rassemblerait et qui nous permettrait non seulement de vivre ensemble, mais aussi d'agir ensemble. Et c'est là, je crois, que l'échelle des territoires va être absolument indispensable. Pour 3 raisons. D'abord, parce que c'est l'échelle, je crois, où la démocratie est la plus accessible aux citoyens. Il y a aujourd'hui, vous le savez, une crise profonde de la démocratie représentative et de ses institutions. De plus en plus de gens qui ont le sentiment que leur voix ne compte plus, que leurs préférences individuelles, leurs aspirations personnelles ne sont plus entendues, ne sont plus prises en compte dans les choix collectifs. Et ça crée un sentiment de désillusion et de désespérance par rapport à tous ceux qui voudraient agir individuellement face au changement climatique, mais qui ont l'impression que leur action individuelle est contrecarrée par des choix collectifs qui sont plus forts qu'eux et sur lesquels ils n'ont plus leur mot à dire. Et je crois profondément que c'est à l'échelle des territoires que nous allons pouvoir résoudre un petit peu cette question de la crise démocratique et faire en sorte que les aspirations individuelles des Françaises et des Français, qui sont réelles, et tous les sondages d'opinion en attestent, que les aspirations individuelles des Français sur cette question du climat puissent être réunies dans une dynamique collective. Et ça, vraiment, ça me paraît fondamental, parce que l'enjeu face au changement climatique, ce n'est pas seulement d'agir individuellement chacun de notre côté. Nous savons que c'est important, mais nous savons que ça ne suffit pas. Nous savons que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, parce que nous savons qu'on contrôle à peu près 25% des émissions par nos choix individuels. Et donc, agir chacun de son côté, c'est important, mais ça ne suffit pas. Nous devons non seulement agir individuellement comme consommateurs, mais nous devons aussi et surtout agir ensemble comme citoyens. Ça, c'est la première raison, et là où vraiment je pense que l'enjeu des territoires est fondamental. La deuxième raison, c'est parce que je pense qu'il va être plus facile pour un territoire de se dessiner une trajectoire, de regarder où l'on est aujourd'hui et où l'on veut être demain. Or, aujourd'hui, l'essentiel du débat public sur le changement climatique est cadré par des objectifs de long terme ou de moyen terme. Plus de degrés d'ici 2100, neutralité carbone d'ici 2050, moins X% d'émissions d'ici 2030. C'est-à-dire que malheureusement, le terme de ces objectifs dépasse de loin le terme de ceux qui ont pris ces objectifs. Lorsque les chefs d'État s'engagent en 2015 à la COP21 à limiter la hausse de température à 2 degrés d'ici 2100, ils savent parfaitement qu'ils seront tous morts d'ici 2100 et qu'il n'y aura aucun député d'opposition en 2099 qui viendra lever son doigt et dire « dites donc où est-ce qu'on en est par rapport à cet objectif ». De la même manière, lorsqu'Emmanuel Macron décide de revoir à la hausse l'ambition climatique de la France pour 2030, très bien. Mais Emmanuel Macron sait très bien qu'il ne sera plus à l'Élysée en 2030. Et donc, on a un vrai problème non seulement de redevabilité par rapport à la décision, mais on a aussi un problème, je crois, et un problème peut-être plus fondamental encore, de motivation. Moi, je suis un peu inquiet aujourd'hui de ce que je vois parfois comme une sorte de vague de défaitisme qui gagnerait certains rangs de la population, l'idée qu'il soit trop tard, que ça soit de toute façon fichu, etc. Parce que, aujourd'hui, ces objectifs sont souvent formulés sans trajectoire et vont donc facilement nous paraître inaccessibles. Parce que nous avons l'horizon en ligne de mire, mais nous n'avons pas le chemin qui nous emmène vers cet horizon. Et faute d'avoir ce chemin, cette trajectoire, plus nous avançons, plus l'horizon semble s'éloigner. Et donc je crois qu'il est fondamental aujourd'hui que nous ayons cette trajectoire qui permette à la fois de nous emmener et qui nous permette d'engranger de petites victoires sur le chemin. De nous dire nous pouvons arriver à faire cela, ça veut dire que demain nous pouvons arriver à faire mieux encore. Et je crois qu'il
nous avons un grand besoin de cette trajectoire et que c'est à l'échelle des territoires qu'on va pouvoir le mieux la définir. Troisième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est que ce monde décarboné, si nous voulons qu'il devienne un projet, qu'il devienne la destination, il va falloir le donner à voir. Il va falloir le rendre tangible. Et je crois que c'est à l'échelle des territoires qu'on va véritablement pouvoir faire de l'action climatique un véritable projet pour le territoire, en associant différentes composantes, les pouvoirs publics évidemment, mais aussi les entreprises, les organisations de la société civile, et qu'on va pouvoir mettre en place des projets concrets qui vont montrer aux gens comment concrètement agir pour le climat, ça veut dire aussi pouvoir vivre mieux. Habiter dans des logements qui soient mieux isolés et moins coûteux. Se transporter par des moyens de transport plus efficaces. S'alimenter de façon plus saine. Et donc, si nous parvenons à donner à voir cela sur l'échelle du territoire, nous allons pouvoir incarner une action climatique qui soit un projet et non pas une contrainte. Alors, ceci va évidemment nécessiter des investissements, et parfois des investissements assez lourds, et c'est pour ça qu'il va être très important d'avoir des institutions bancaires pour financer et pour accompagner tout cela. Mais je crois vraiment que incarner ce projet, le donner à voir, le rendre tangible pour les habitants, montrer que l'action climatique, ce sont des logements mieux isolés, c'est une ligne de bus qui parviennent à les décloisonner, que ce soit des systèmes alimentaires plus résilients et plus sains. Je crois que c'est ça qui va vraiment donner à voir aux gens pourquoi l'action climatique est quelque chose auquel ils ont intérêt, ce qui permettra, à mon sens, à la fois de réconcilier la cause du climat à laquelle nous sommes sensibles avec nos intérêts immédiats, et ce qui permettra aussi et surtout de dépasser les clivages que ces questions font naître et suscitent dans la société. Voilà, et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup.